Vous écoutez Le Trèfle, le podcast francophone des Boston Celtics. Anything's possible. Anything's possible. C'est marrant parce qu'en basket, quand Boston est champion, Xavier, on a l'impression que le trophée rentre à la maison. Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Trèfle. Johan pour vous accompagner et vous vous en doutez, j'aurais préféré vous accueillir dans un épisode où on s'apprêtait à parler d'une éventuelle finale NBA. Malheureusement, comme vous le savez certainement, ce ne sera pas le cas. Du coup, on est là ce soir pour vous parler du futur, pour vous parler de ce qui va se passer, ou en tout cas de comment nous, on imagine que les choses vont se passer, ou comment on aimerait qu'elles se passent, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la situation des Celtics risque de poser de très très nombreuses questions dans les semaines et dans les mois à venir. Donc on va se pencher sur ce sujet. Pour ce faire, je suis accompagné de Vincent. Salut Vincent. Salut Johan. Et je suis accompagné d'Elias. Comment ça va Elias ? Salut, ça va. On se remet des blessures des demi-finales de conférence et on avance vers le futur. Et oui, là malheureusement on n'a pas bien d'autre solution. Donc qu'est-ce que un petit mot, on se disait on va pas faire comme si on éludait totalement ça, hein, on reste des fans de basket, mais c'est vrai qu'on se disait à l'instant là, juste avant de lancer l'enregistrement, qu'on suivait pas spécialement la suite. On va partager notre pronostic rapidement, comme ça on dit que c'est fait, hein. Les finales NBA les gars. Moi je vois OKC tranquillement. Moi je vais dire OKC allez 4-2. Mais facilement, mais en perdant des matchs quoi. C'est très bon ça. Parce que c'est Indiana en face, donc voilà quoi. Ils vont prendre des matchs. On a vu comment ça marche. Il y aura quand même la surprise d'un match ou deux, mais ouais, bon, moi j'y crois pas trop. Je pense qu'OKC va terminer ça très très vite. Mais bon, on verra. Donc voilà, maintenant que ce sujet a été abordé, on passe à ce qui nous intéresse le plus ici. Et c'est donc le futur des Celtics. Alors, comme vous le savez sans doute, donc Jason Tatum a eu la bonne idée de se rompre le tendon d'Achille lors de l'avant-avant-dernier match de la série face aux Knicks, ce qui va entraîner, ce qui va accélérer un certain nombre de choses, puisqu'il y a une situation qui semblait être parti pour ne pas pouvoir durer, et là apparemment on va dire que ça va être le dernier clou dans le cercueil. Donc il y a quelque chose il y a deux choses assez positives dans cette situation, c'est que déjà Jason Tatum est jeune. Bon, alors je dis que c'est positif alors qu'en fait c'est terrible, hein, parce que c'est sûr que au niveau de la récupération ça peut être un point positif, mais on est sur un joueur qui atteint son prime, qui y rentre juste et qui se fait cette blessure qui est peut-être considérée comme l'une des pires pour un sportif professionnel. Donc la possibilité qu'il revienne à un niveau très satisfaisant est réelle, hein, puisqu'on a vu Kevin Durant il y a quelques années. Maintenant, malheureusement, il existe aussi un monde où il ne retrouve jamais son niveau et où le projet Boston capote sur les 3, 4, 5, peut-être 10 prochaines années. Bon, ça, on va dire que on va considérer que c'est le pire des cas et on va éviter de trop en parler. Mais en tout cas, voilà, le point positif, donc, c'est qu'il est jeune et que du coup, a priori, il devrait pouvoir, et en tout cas, il aurait plus de chances de se remettre correctement. Et l'autre point positif, c'est qu'il s'est fait opérer très rapidement. Alors j'ai lu, moi j'y connais pas grand chose, hein, je suis pas médecin et j'ai peut-être lu des bêtises, mais de ce que j'ai lu, en fait, c'est presque trivial, mais voilà, il vaut mieux éviter que ça commence à se réparer tout seul et donc opérer le plus rapidement possible. Il y a eu des cas, j'ai vu passer où ça pouvait prendre 2 jours, 3 jours, 5 jours et ça peut avoir l'air rapide, mais c'est déjà beaucoup trop tard.
Et en fait, Jason Tatum s'est fait opérer le lendemain matin, donc quelques heures, je crois, 5 ou 6 heures seulement après sa blessure. Donc ça, apparemment, c'est quelque chose de plutôt positif. Les gars, vous avez quelque chose là-dessus ou... Ouais, juste, j'invite les auditeurs à aller lire l'article du Celtics Blog. Je crois que c'est Noah Dalzell qui l'a écrit, où elle pose des questions justement à un chirurgien du sport spécialisé de ce genre de choses et qui expliquait très bien que, comme tu dis, Jo, que la blessure, enfin l'opération a été faite à un temps record, ça n'a jamais été vu pour aucun sportif pro et probablement pour personne d'autre. Hein. Les êtres humains normaux attendent quelques semaines voire quelques mois avant une opération. Donc effectivement c'est très positif et c'est du jamais vu, donc on sait pas à quel point ça sera positif. Ce qui est sûr c'est que c'est positif, donc on croise les doigts quoi. On espère que ça soit que ça puisse lui permettre de gagner quelques mois de récup ou une meilleure récup quoi. Ouais, alors quelques mois ou pas, ça on aura tout le temps de le voir venir, mais justement on va envisager ce qui va se passer après, parce que l'absence de Tatum, donc alors j'allais dire dans le meilleur des cas, mais je sais pas vraiment en fait si ça vaut le coup d'espérer. Bon, déjà, allez, petite question comme ça. La rupture du tendon d'Achille, c'est entre 8 et 12 mois. Ça veut dire qu'il y a un scénario dans lequel possiblement, puisqu'il s'est blessé en milieu de play-off, il serait de retour 4 mois, bon, alors c'est vraiment le scénario le plus optimiste, il serait de retour 4 mois avant la moitié des playoffs, donc du coup peut-être 3 mois avant les playoffs. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez, ou est-ce qu'on peut déjà considérer que la saison de Tatum l'année prochaine elle est foutue? Moi perso, dès que je l'ai vu en direct et que très vite ça a été confirmé que c'était cette blessure, depuis ce jour-là, j'ai dans l'esprit qu'on ne reverra pas Tatum sur la prochaine saison régulière, sur la prochaine saison. Et je pense que notre épisode du soir, il faut que ce soit notre postulat de départ en fait. Donc après, s'il revient en janvier prochain en pleine forme, on en sera ravis. Mais tu l'as dit tout à l'heure, Johan, c'est une des pires blessures pour un basketteur. Très peu sont revenus à très haut niveau. On a Kevin Durant récemment. Je pense que de le refaire venir à un mois des playoffs ou pendant les playoffs au plus haut niveau mondial, je trouve que c'est extrêmement risqué, sachant que les Celtics, ils ont investi sur Tatum sur le très très long terme. Tu l'as dit, il est pas vieux, le temps entre guillemets il en a. Donc moi j'ai à l'esprit qu'on voit pas Jason Tatum de la saison prochaine, et je pense que ce soir, enfin je sais pas si vous allez être d'accord, vous allez me le dire, c'est un peu notre postulat de départ, c'est-à-dire que nous, on théorise le fait qu'on peut pas tenir les finances de cette équipe comme ça pendant des années. Ça fait déjà 2 ans qu'on a beaucoup de salaires en banque, voire même beaucoup trop de salaires en banque. Le fait de la blessure, tu as dit que ça mettait le dernier clou sur le cercueil de ce groupe. Oui, je trouve que si on part de ce principe qu'on n'a pas Tatum l'année prochaine et que du coup potentiellement on n'est pas prétendant à la victoire finale, effectivement, ça va impliquer des choses à l'intersaison pour Brad Stevens assez drastiques, assez importantes, notamment pour faire baisser cette masse salariale qui nous embête, et on en parlera un peu plus tard parce que ça a pas mal de répercussions, que ce soit au niveau des sous purement et proprement et de ce que ça implique pour la construction des équipes. Ouais, bah écoute, un peu plus tard, on va en parler tout de suite. En fait, je te passe décisive. Ouais, elle est magnifique. Elle est super. Un alley-oop de grande classe, sauf que moi j'atteindrai jamais le panier. Mais bon. Et que je te l'enverrai certainement beaucoup trop loin ou pas au bon endroit de toute manière. Je vais donner la parole à Elias là-dessus, puisque c'est un peu notre... Enfin bon, après sans te faire offense Vincent, parce que je sais que ça t'intéresse beaucoup aussi, mais Elias c'est un petit peu notre spécialiste des finances. Juste pour en redire un mot, effectivement, en fait, il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que Jason Tatum soit là ou pas la saison prochaine, en admettant le scénario magnifique, parce que je reviens sur ce que tu disais, il y a quand même peu de chances effectivement qu'on prenne le risque de le renvoyer au feu, alors que voilà, on va après, c'est vrai que ce serait peut-être une bonne surprise, mais voilà, on va en tout cas, comme tu le disais, à moins que je pense que Elias sera d'accord là-dessus aussi, on va partir du principe dans cet épisode que la saison prochaine Tatum ne sera pas là, ou alors peut-être qu'il reviendra en fin de saison et que, on va dire, pour se refaire un peu les jambes, mais à aucun moment on va envisager que son retour soit la dernière chose qui manquerait pour faire un run sympa la saison prochaine.
ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même si Tatum ne s'était pas blessé, et même si à l'heure actuelle on était en lice pour gagner un deuxième titre d'affilée et réussir un back-to-back, ça n'empêcherait pas forcément qu'il doit y avoir du changement dans cette équipe. Parce que à l'heure où on parle, les Celtics ont la 4e payroll de la NBA, mais la saison prochaine, avec les salaires qui augmentent, ils vont avoir la première et de très très loin. Donc je vais donner la parole à Elias, mais en gros, on serait autour des entre 220 et 230 millions de salaires, avant même d'avoir re-signé Horford, qui est très certainement une priorité, et Cornet, qui, en tout cas à notre avis, devrait en être une aussi. Du coup, ça entraîne quelque chose comme 230 millions de taxes, ça amène le coût des salaires des Celtics au-delà des 500 millions de dollars. Donc même pour des gens immensément fortunés, c'est quelque chose qui va poser problème. Du coup, voilà, on en a déjà parlé. Est-ce que Jrue va rester? Est-ce que Kristaps va rester? Ça, c'est des questions qui se seraient posées même en cas de titre. Et effectivement, la blessure de Tatum risque d'accélérer tout ça. Elias, je te lance sur les finances globales. Raconte-nous un petit peu tout ça. Ouais, alors merci déjà. Pour rappel, les Celtics, ça fait maintenant 2 ans de suite qu'ils payent la taxe. Donc ça va faire la 3e année l'année prochaine. Non, je veux dire, cette année, c'est la 3e année, pardon, 2024-2025. Donc ça veut dire qu'on rentre dans la repeater tax, c'est la taxe qu'on paye si on est dans la luxury tax 3 ans sur 5 ans. Donc c'est, comme tu dis, cette année, enfin l'année prochaine, on aurait, avec les projections des salaires actuels, 238 millions juste sur la pénalité de taxe, plus les salaires qui seraient donc à minimum 227, donc c'est énorme. Évidemment, je pense que aucun propriétaire de NBA n'est prêt à payer ça, même pour une équipe qui était promise au titre. J'ai du mal à y croire. On le dit depuis des années maintenant, on le sait, hein, on a profité de cette fenêtre de tir et on a eu un titre, donc ça s'est bien passé. Mais maintenant, l'année prochaine, on est à 20 millions au-dessus du second apron. Donc le second apron, c'est quoi? C'est une nouvelle pénalité qu'a instauré la NBA depuis l'année dernière. À cause de cette second apron, donc on a certaines restrictions qui nous sont appliquées, notamment sur les trades. Donc on peut pas faire des trades avec plusieurs joueurs en même temps, on est obligé d'envoyer juste un joueur. On peut pas récupérer plus de 100% du salaire du joueur, donc pas plus que 100%. C'est-à-dire que si on envoie 30 millions, on récupère 30 millions maximum au dollar près. Normalement c'est 125% plus un peu de largeur. Et aussi on a un impact sur les picks. Donc là le pick dans 7 ans il est gelé, c'est-à-dire qu'on peut pas l'échanger. Et si on est dans cette seconde apron 3 ans de suite, ou 3 ans sur 5 ans, pardon, ce pick il est automatiquement mis à la fin donc au 30e, si c'est vu que c'est un first round, 30e de la draft. Donc c'est quand même beaucoup de pénalités, beaucoup d'argent, ce qui fait que c'est une évidence pour tout le monde le sait, tout le monde le disait depuis le début. C'est pas parce que Shams il fait un tweet soudainement à la fin de la saison des Celtics que c'est une breaking news, tout le monde le savait, il va devoir y avoir du mouvement. Ce mouvement va passer par des réductions des salaires. On va en parler après, hein, mais le plus probable, c'est ce qu'on se disait depuis le début, c'est Porzingis et ou Jrue Holiday, sachant qu'on a au moins 20 millions à lâcher. Techniquement, pour passer sous la seconde apron, juste un des deux qui se fait absorber totalement sans récupérer de salaire, ça fonctionne. Mais on s'attend à plus et c'est un peu à ça qu'on va parler, quoi. De ça qu'on va parler. Ouais, et ben justement, du coup, on va en parler. Alors, il y a un scénario qui a été évoqué. Il y a beaucoup de gens qui en parlent, hein, beaucoup de gens qui se posent la question. On va peut-être en parler en premier parce que a priori, ce n'est pas ce qui va se passer. Le scénario dans lequel vraiment les Celtics décident de tanker, hein, d'essayer d'obtenir le pick le plus haut possible pour la prochaine draft, et du coup où ça lâcherait vraiment beaucoup de monde et où ça ne garderait que quelques joueurs. Vince, toi je sais que c'est un scénario qui te plaisait, mais bon, a priori c'est pas celui qui est envisagé, même si on n'est pas dans les secrets du management, mais
En tout cas, il a été dit publiquement que ce serait pas comme ça. Effectivement, le tanking, c'est un bien grand mot, mais effectivement, depuis le début, on sait que ce roster sera moins compétitif, sera moins profond l'année prochaine. Et là, on vient de dire que on n'aurait pas notre meilleur joueur pendant toute la saison. On espère qu'il revienne à 100% pour la saison d'après. Donc cette saison 2025-2026, moi je la vois comme finalement essayer de transformer le drame de la grosse blessure en ok, de toute façon on arrive à la fin d'un cycle. Là on a 2 pics à cette draft là, on a 2 jeunes potentiellement à drafter. On a drafté 2 jeunes l'année dernière, enfin depuis 2 ans, personne de Walsh et Scheyerman. Et on possède notre pick 2026. Donc effectivement, on n'a pas notre meilleur joueur. On va trader des gros salaires qui sont des vrais bons joueurs valuables sur un terrain de basket, potentiellement contre des joueurs moins forts, moins bons. Donc pourquoi ne pas essayer d'être, tant pis, moins performant, quitte à pas faire les playoffs, et éventuellement essayer de récupérer avec notre pick de draft 2026 un joueur par exemple top 10 de la prochaine draft, donc un jeune talent qui aura 4 ans de contrat très peu cher, et donc ça serait aussi un moyen pour nous sortir de la panade financière dans laquelle on était sur le plus long terme. Parce que dans le cas où on reste avec Tatum, Brown et White, admettons, on ne veut pas toucher à ce corps-là de joueurs. En 2026-2027, donc l'année où Tatum revient, on aurait déjà 145 millions de dollars environ sur 3 joueurs seulement. Alors le salary cap, il augmente tous les ans, mais 145 millions de dollars sur 3 joueurs, personnellement, je trouve ça colossal. Et j'ai aussi à l'esprit que je n'ai pas encore vu une équipe NBA gagner avec 2 contrats Supermax signés qui jouent en même temps, avec lesquels on arrive à leur construire une énorme équipe. Alors je peux peut-être me tromper, il y a peut-être des exceptions, mais les 2 gros contrats de Tatum et Brown qu'il va falloir assumer sur le long terme, je considère que c'est très dur de leur construire une équipe championne. Quand on a été champion, le contrat de Tatum, c'était pas encore son contrat Supermax, il était signé, mais il ne rentrait pas encore dans les livres des salaires. C'était l'année d'après. Donc je trouve ça, enfin c'est cette année que d'ailleurs ça va kicker. Je trouve ça extrêmement compliqué avec autant d'argent engagé d'arriver à construire un roster qui gagne ou contender. D'autant plus quand un des 2 contrats n'est pas un joueur du niveau top 20 NBA. Je considère que cette année, et même l'année dernière, on va dire, Jaylen Brown n'est pas un joueur top 20 NBA, donc c'est quand même, on a engagé énormément d'argent sur un mec qui produit pas à hauteur de ce contrat. Donc effectivement, moi ce côté tanking, en fait, c'est plus ou moins assumé d'ailleurs, hein, parce qu'il y a un monde où si on trade Holiday, Porzingis, que admettons alors Ford veut prendre sa retraite, on a juste notre niveau de jeu qui baisse parce qu'on n'a plus vraiment de pivot, parce qu'on a remplacé ces joueurs forts par des joueurs vraiment moins bons. On a un Jaylen Brown qui a joué avec un genou qui avait pas l'air en grande forme, donc si ça se trouve naturellement cette équipe performera moins. Alors le problème c'est qu'elle est à l'Est, donc même en étant pas terrible, elle peut quand même faire le play-in. Mais du coup, essayer de développer pendant un an le maximum de jeunes, drafter au moins une fois à cette draft, essayer de trouver du talent et du talent payé peu cher pendant plusieurs années, c'est une théorie qui me va bien, et on va en parler plus tard. Si je pouvais trader un gros joueur contre un pic plus élevé de cette draft-là, je serais pas contre du tout, parce que ça m'ouvrirait la perspective de passer le prime de Jason Tatum avec pas mal de flexibilité et du potentiel à développer. Alors forcément, peut-être que la prochaine très bonne équipe de Boston, elle serait peut-être un peu plus loin, peut-être qu'il faudrait attendre 2 ou 3 ans, mais ce que je voudrais, c'est que la trentaine de Jason Tatum se fasse avec un roster de top niveau, parce que j'espère qu'il va revenir à son meilleur niveau et qu'il va encore progresser après la blessure. Voilà un petit peu, je veux pas sacraliser le tanking et dire waouh c'est merveilleux, mais quitte à avoir mon meilleur joueur qui est out pendant une saison, je préfère utiliser cette saison pour développer des jeunes qui vont pouvoir éventuellement nous servir, donner des munitions à Scheyerman, développer Jordan Walsh. C'est peut-être des futurs role players hyper utiles, payés pas cher, qu'on aura dans le futur grâce à cette saison-là. Éventuellement essayer d'aller chercher un pick à cette draft-là et le développer pendant une année, et avoir également du coup notre pick
qui aurait de la valeur ou dans un éventuel top 10, top 12 pour essayer de récupérer du talent à pas cher, tout simplement. Ouais, mais alors après, c'est que, comme tu le disais, le problème qu'on risque de rencontrer dans ce truc-là, c'est que soit tu te débarrasses, entre guillemets, de tout le monde, soit comme tu disais, le souci qui risque de se poser, c'est que le fait d'être une équipe de la conférence Est, ça peut avoir des avantages. L'inconvénient, c'est que tu gagnes 35 matchs, t'es dans le play-in. Donc, c'est pour ça. Après, on a bien vu avec la loterie et tout que ça peut vite basculer. En plus, t'as vu, j'ai pas parlé d'un top 5 de draft non plus. C'est-à-dire qu'on parle d'un tanking, je vois pas, on utilise les grands mots, mais je vois pas Boston 14e de la conférence Est. Mais un Boston qui finit 10e de la conférence, qui se fait sortir au play-in, tout de suite t'es dans la loterie, quoi. T'es top 10, 14, et il y a toujours des bons joueurs qui sortent il y a souvent des bons joueurs qui sortent dans ces il y a un MVP récent d'ailleurs qui sort dans ces zones-là, donc voilà, on a notre pick 2026, on n'a pas notre meilleur joueur, ça fait quand même des convergences de choses. Les gars, développons des jeunes, sacrifions une année, on vient de passer 10 ans en play-off, voire loin en play-off, c'est déjà une porte-fenêtre monstrueuse qui a été ouverte grâce à la qualité de travail, de draft, de Henge et de Brad Stevens. Oui, pour moi, cette blessure et cette contre-performance en demi-finale de conf, elle marque la fin d'une ère. Et en plus, ce match 4 est très symbolique. On a été mauvais, on a mal joué. Le moment où Tatum se blesse, c'est vraiment un moment où on est 8 points derrière. Il y a une espèce le jeu à deux entre Brown et Tatum, les passes sont catastrophiques et vraiment l'équipe est vraiment mauvaise et en passe d'être menée 3-1. Ben voilà, c'est la fin d'une ère. Au moins l'ère de ce groupe qui a été champion. Et je peux peut-être même développer jusqu'à l'ère des Jays, pourquoi pas. Pour moi, c'était assez symbolique. Je crois pas mal à la symbolique dans le sport. Et vraiment, cette rupture du tendon d'Achille, pour moi, elle fait vraiment la rupture de ce corps de joueur. Vraiment. Ok, bon. Et du coup, je vais juste une petite blague qui me passe par la tête là. C'est que la dernière fois qu'une équipe, on va dire avec comment je pourrais dire ça, une aura dans la même sphère que celle de Boston a vraiment fait une saison de tanking, c'était très certainement, après peut-être que j'en ai oublié, mais je pense aux Warriors, oui. la saison où Curry s'est blessé à la main, je crois, ouais. Et où du coup il a été out pour toute la saison, ça leur a rapporté James Wiseman. Donc il y avait des joueurs à drafter. Hein. Voilà. Ça c'est leur incompétence, hein, on n'aura pas la même chose pour nous. Mais vous voyez, c'est quelque chose finalement. Ça leur a amené un titre aussi. Hein, cette saison-là, ils ont développé Jordan Poole. Jordan Poole, on est bien placé pour savoir qu'il a pas été que parfait, mais il a été impactant dans les finales NBA de 2022. C'est une saison où ils ont quand même développé des mecs. Et Jordan Poole, c'est en année rookie là, cette année-là. C'est carte blanche, vas-y shoot. Enfin voilà, on était sur un développement, on lui a laissé faire des erreurs, laissé perdre. Et je vois un peu cette saison 2026-2027 comme ça, 2025-2026 pardon, comme ça. Donc je crois assez en ça. Et en fait, ça m'embête. Admettons, on joue tout à fond. Tu finis 4ème, 5ème, 3ème, 4ème, 5ème, mais tu sais que tu n'as pas le potentiel pour les gagner, de toute manière. Si Tatum n'est pas là, ton moteur d'attaque, je vois pas une équipe NBA qui peut performer au plus haut niveau en playoff sans son moteur d'attaque principal. Mis à part grosse surprise ou explosion de certains mecs, mais on n'a pas un groupe à explosion de mecs, entre guillemets. On n'a pas un groupe avec des mecs à potentiel où on se dit tiens, pourquoi pas, peut-être que lui c'est son année. Non, Pritchard ça a été son année l'année dernière, Hauser on sait qui c'est, on a un secteur intérieur qui est assez dépeuplé parce que pour l'instant les mecs sont pas signés, donc pour l'instant ils sont pas là. Et en plus on a beaucoup d'incertitudes, il faut qu'on dégraisse, donc ça fait quand même énormément de choses où me voir compétitif l'année prochaine, voir cette équipe de Boston compétitive l'année prochaine, ça peut peut-être choquer, mais je la vois pas, et je sais même pas si c'est si on cherche à être compétitif à tout prix, est-ce que c'est le mieux pour les 6 années d'après? Je vais être dur à convaincre, ça va être dur de me convaincre, pardon. Ouais, non mais je pense que t'as raison, je pense que c'est carrément ça, c'est qu'en fait ce serait presque de la fierté mal placée en fait, de dire on est les Boston Celtics, on va faire. Mais oui, c'est sûr que le plafond serait pas très haut. Elias, toi, qu'est-ce que rapidement après on passera au sujet suivant. Toi, la question de savoir si en gros, bon alors on n'emploie pas le mot tanking, mais en gros on essaye de faire au plus bas et
est développé et viser quand même la draft, ou quand même on essaye de garder quelques bases et de se dire que quand Tatum revient, on est directement prêt à repartir? C'est super difficile comme question. Je vous avoue que quand Tatum s'est blessé le lendemain, immédiatement, moi je suis plutôt parti sur ça. Je me disais, on va pouvoir faire un reset code total, écouter toutes les offres, que ce soit Porzingis, Holiday évidemment, mais aussi Pritchard, aussi White, aussi Brown, même Brown, si quelque chose de bien, mais voilà. Et plus j'y réfléchis, plus je me dis que ça va être difficile, voire impossible, de trade tout le monde. Ça va être difficile d'être nul l'année prochaine en fait, parce que malheureusement l'Est est pas très bon. T'as un plancher assez haut quand même, avec Jaylen Brown, Derrick White, Joe Mazzulla, Peyton Pritchard. En fait c'est une équipe qui va gagner 35 matchs, 40 matchs comme dit Vincent, et du coup on peut pas vraiment faire un tanking efficace. Donc dans l'idée j'aurais bien aimé qu'on puisse vraiment faire un vrai reset, aller se dire à Tatum, on va chercher le pick 6, on va t'entourer de meilleurs joueurs, mais je pense que dans la pratique ça va être quand même très difficile à faire. Donc pour moi il faut plutôt réfléchir à pas comment perdre le plus de matchs possible ou gagner le moins possible, mais plutôt comme dit Vincent, tout en développant certains joueurs, donc profiter pour enfin pouvoir essayer Walsh, Shireman qui a fait une très bonne, qui a montré des bonnes choses de cette saison. Pourquoi pas Keita, essayer de lui donner un peu plus de jeu, même si je pense que, je suis pas sûr que ça donne quelque chose. Ça peut être l'option, mais sans rentrer dans le tanking absolu, parce que ça marcherait pas. J'ai aussi envie de dire que le propriétaire, c'est sa première année avec les Celtics, il va pas avoir envie que ce soit une année de tanking, donc ça me laisse croire quand même qu'on va plutôt se diriger sur Jaylen Brown, t'as les clés, bon courage. Bon courage à toi, bon courage à nous aussi, parce que ça va pas être toujours joli à voir. Mais du coup, je pense que l'option tanking, en tout cas, est très peu probable et très difficilement réalisable. Je me permets de glisser que le first pick, qui va certainement drafter Cooper Flagg, avait 39 victoires cette année. Voilà. Oui, mais c'est un jeu de probabilité, et nous, on n'a pas envoyé notre meilleur joueur aux Lakers pour vendre notre âme à la Ligue. On vient de vendre notre franchise et le projeté premier drafté, d'Ibanza et de Boston. Pas loin. C'est vrai que les Mavericks avaient aussi vendu leur franchise. Et la loterie. La loterie, c'est la loterie. Écoute, le trèfle entre dans les théories du complot. Terrible. Non, c'est acté. Ils l'ont acté cette année. Ça marche en NBA, ils l'ont officialisé. C'est déjà officialisé, c'est dit. Avec Anthony Davis, avec Zion, avec tout ça, mais là c'est officiel, là, ça y est. Non, mais oui, du coup, pour finir, on va en parler après de d'autres options plus réalisables et plus facilement envisageables, mais je pense que on a un combo de facteurs qui fait que une année vraiment blanche, ça, pour moi, ça sera pas possible. Tu vois, Joe, Elias, ce que je souhaiterais dans la tête de Brad Stevens, c'est qu'en tout cas il soit fermé à aucune possibilité et qu'il soit prêt à accepter toute offre déraisonnable d'une autre franchise. Sur ça je suis complètement d'accord, ouais. C'est exactement mon idée. Quand on a attaqué la discussion avec Elias, je lui dis tiens, le 2 juillet Derrick White a 31 ans. La prochaine fois que Boston sera contender, Derrick White aura 32 ans et 3/4, 33 ans, pas loin. Si une équipe arrive avec une proposition type New York Knicks pour Michael Bridges avec des joueurs et 5 picks de draft, ou 4 pour Derrick White, je suis pas contre Brad Stevens réfléchisse à cette offre sérieusement. Et je vous dis ça, le seul maillot que je possède est le maillot de Derrick White de Boston, donc c'est pas des paroles en l'air ou qui me font plaisir, mais c'est dans un truc purement GM et long terme. Je pense qu'il ne doit pas se fermer à aucune possibilité. Aucune possibilité pour cette intersaison. Ouais. J'ai choqué Johan, je ne peux plus parler. Non, pas du tout. Excuse-moi, pour être tout à fait honnête avec toi, j'étais en train de chercher parce que j'ai vu passer une proposition de trade pour Derrick White. Bon, je ne l'ai pas. Moi, dans ma tête, Derrick White, il reste là. Mais après, comme tu dis, c'est vrai qu'on est à un point de. On est à un point de l'histoire. On est à un point de l'histoire, ouais, voilà. On est à un virage, quoi qu'il arrive, il va se passer quelque chose. Donc le Jrue Holiday, Kristaps Porzingis, ça semble évident. Jaylen Brown, effectivement, c'est potentiellement
celui qui a le plus de valeur et qui du coup est le plus considéré comme une star. Du coup, est-ce qu'il va y avoir des équipes qui vont avoir envie de se positionner dessus et il pourrait te rapporter quelque chose de très intéressant. Donc, sans compter le fait, comme tu disais, que ça fait 2 énormes salaires et que peut-être qu'il faut envisager du coup de s'en séparer. Mais voilà, moi Derrick White, c'est vrai que déjà il a pris la place du chouchou après le départ de Marcus et je pense que c'est pas que chez moi. Et en plus de ça, il est tellement précieux tout simplement que c'est un mec que tu as envie de garder en fait. Mais comme tu dis, c'est vrai qu'on n'est pas, il n'est pas totalement impossible qu'il y ait une offre qui ne se refuse pas. En fait, il y a des franchises qui peuvent voir ce joueur-là comme étant le joueur qui les fait passer de très bonne équipe de play-off à potentiel titrable. Et je le pense sincèrement, tellement je value ce qu'apporte ce mec-là sur un terrain de basket à tous les matchs, et en plus il est tout le temps là. Et très clairement, ce mec-là peut faire basculer une équipe contender, tout simplement. Imaginez un Derrick White à Houston, imaginez un Derrick White dans plein d'équipes. Un Derrick White change une bonne partie de la phase de l'équipe. Donc une franchise peut craquer, littéralement. Oui, complètement. Tu vois, là, du coup, pendant qu'on discutait, j'ai retrouvé. Là, en l'occurrence, il était envoyé au Piston. Et il y avait 2 firsts en retour. C'est pas assez. Pas assez. Non, c'est pas assez. Parce que du coup, vu comment on le value... Il y avait Jaden Ivey. C'est pas assez. Je suis d'accord, c'est pas assez. Mais bon. Mais s'ils en mettent un 3ème, Jaden Ivey, et qu'en plus on économise des sous... Ouais, on va dire un jeune qui a quand même du potentiel et de first, ça peut être un départ de discussion, mais effectivement, je pense que voilà, on est d'accord tous les 3, c'est pas assez. On va se faire un petit plaisir justement à envisager. Alors Vincent est chaud, il est chaud bouillant parce qu'il en a préparé des dizaines. On va vous proposer quelques possibilités de trade justement en imaginant ce qui pourrait se passer l'année prochaine. Moi j'avoue, alors bon, ça fait pas forcément très sérieux, moi c'est un peu mon plaisir coupable, hein. On est à une période de l'année, même sans parler de Boston, où je tape NBA Trade IDs et où je regarde tout ce qui pourrait se passer. Alors parfois c'est totalement surréaliste, et t'es là, tu te dis mais pourquoi est-ce que cette équipe ferait ça? Mais donc nous, on va essayer justement de voir ce qui pourrait se passer pour les Celtics et de vous proposer des choses à peu près crédibles. Et je vais commencer. Alors après, je laisserai l'imagination de mes camarades se révéler au grand jour. Mais avant ça, on va faire une petite analyse de choses qu'on a pu voir passer, que vous avez peut-être vu passer aussi. Je vous propose de commencer par ce qui n'arrivera pas. J'en ai vu un, je ne sais pas si vous l'avez vu. Celui-là, il n'arrivera pas. Laissez-moi finir avant de crier. J'ai vu passer donc une idée de trade qui serait en gros que les Celtics envoient Jason Tatum et sa blessure à Dallas contre le first pick, avec en gros l'idée que Cooper Flagg, dont on reparlera bientôt, petit spoiler, on vous prépare un petit épisode sur la draft, et pas seulement pour parler de ce que drafteront les Celtics, mais bon, on en reparlera plus tard. Il se trouve que Cooper Flagg est un jeune homme qui est né dans le Maine. Alors pour ceux qui ne sont pas très calés en géographie des États-Unis, le Maine c'est un de ces tout petits états à l'extrême nord-est, et donc en gros, la franchise de NBA la plus proche c'est Boston. Donc il se trouve que Cooper Flagg est un fan de Boston. Et il n'en a pas fallu beaucoup plus une fois que Cooper Flagg a été reçu en interview par les Celtics au moment du Combine pour que ça donne lieu à diverses spéculations. Donc voilà, l'idée, on sait que ça n'arrivera pas, c'était en gros Cooper Flagg, certes il arrive et certes il peut représenter le futur d'une franchise, mais il ne sera pas prêt avant plusieurs années. Kyrie Irving et Anthony Davis n'ont plus trop le temps, donc en gros les Celtics sont contents de récupérer un jeune homme qui peut être leur futur, qui peut potentiellement avoir un plafond qui sera peut-être proche de celui de Tatum, et dans le même temps les Mavericks peuvent jouer le titre, donc pas l'année prochaine mais l'année d'après, quand Kyrie et Tatum sont revenus de blessure. Ça n'arrivera pas, mais juste pour en dire un mot, vous en pensez quoi? Si on nous assure d'avoir les pics numéro 1 3 ans de suite, j'y réfléchis. Si c'est le deal avec Adam Silver. Ok.
Moi, je dis next. En plus, déjà, financièrement, c'est compliqué à faire parce qu'il faut que Dallas ils envoient plein de joueurs pour matcher les 50 millions de salaire de Jason Tatum. Donc, c'est le pick 1 plus 10 000, enfin, plus plein de joueurs, donc certainement des joueurs quand même valuable. Contre un Tatum qui est out 1 an. Déjà qu'ils ont Kyrie out une bonne partie de la saison prochaine, alors qu'ils veulent gagner maintenant. Ça serait une folie, mais on va dire qu'en plus avec le GM de Dallas, on n'est pas à une folie près, mais effectivement ça n'arrivera pas, et je sais même pas si ça serait bien vu. Est-ce que ça serait bien vu de lâcher Tatum juste après qu'il soit fait les... Ça n'arrivera jamais. Voilà. Ça n'arrivera pas. Vas-y Jo, relance-nous sur autre chose. Next. Non mais je trouvais ça presque drôle en fait. Après c'est vrai que... Oui, c'est marrant. J'avais pensé à monter un truc pour Tatum aussi, mais je me suis rendu compte que c'était vite débile, et de toute façon enfin débile. Dans le sens où ça n'a aucun sens quoi. Par contre, je peux vous en glisser un si vous voulez avec Dallas, si vous le souhaitez, parce que... Alors attends, on termine juste sur ce qui n'arrivera pas, et puis ensuite t'inquiète. Alors, qui n'arrivera pas, mais du coup c'était peut-être pas si évident pour toi, on en parlait un petit peu en off. J'ai vu passer Jaylen Brown à San Antonio contre, je sais plus, je l'ai plus, mais en gros, attends, le deuxième pick. Le deuxième pick, le pick 14 aussi. Et du salaire, alors de mémoire, ça Devin Vassell, Keldon Johnson. Alors moi j'avais Keldon Johnson et Harrison Barnes, je pense. Bon, je préfère Vassell, mais oui, les deux fonctionnent, je crois, mais là en l'occurrence, je pense que du point de vue de San Antonio, ça leur permettait de garder la jeunesse. Eux ils gardent la jeunesse, nous ça nous fait un contrat expirant, puisque si je dis pas de conneries, Barnes il lui reste que l'année prochaine. Oui. Voilà. Donc de ce point de vue-là, ok. Mais par contre, tu vas nous dire, Vincent, vu que tu as... Donc on a Cooper Flagg qui est vraiment considéré comme le pick numéro 1. Le jeune homme qui se positionne juste derrière, qui s'appelle Dylan Harper, est aussi considéré par certains comme un profil qui peut être quasi générationnel. Et si jamais les Spurs nous lâchent ça contre Jaylen Brown, merci, mais c'est quand même très 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 peu probable, je pense. En fait, si tu veux, moi j'ai pas envie de l'exclure, parce que je me dis que en fait les Spurs à côté de ça, ils peuvent se créer un espèce de Fox, Vassell, Jaylen Brown, X, je sais pas exactement qui ils ont d'autres, et Wembanyama. Ça commence à ressembler à quelque chose d'assez costaud. C'est vraiment si on considère que les Spurs veulent vraiment se mettre à gagner maintenant, parce que Jaylen Brown, il a beau avoir plein de défauts, ça reste un mec qui joue les playoffs tous les ans au plus haut niveau. Alors oui, certes au plus haut niveau, certains de ses défauts ont été mis en valeur entre guillemets, mais il n'y a pas beaucoup de joueurs qui arrivent aussi souvent à ces niveaux de jeu là, et je pense que c'est quand même un mec hyper respecté dans la ligue. Donc moi effectivement, si cette offre arrivait sur la table, donc le deuxième pick, Keldon Johnson plus un autre salaire et éventuellement des picks futurs, même pas forcément le 14 de cette année, je veux pas qu'on se retrouve non plus avec 4 picks cette année, on a déjà 2 plutôt placés correctement en fin de premier tour et début de deuxième, mais des picks futurs, 1 ou 2, c'est une des options que je voudrais que Brad Stevens explore, parce qu'on réglerait les problèmes des finances d'un coup quasiment, tellement le contrat de Jaylen Brown est important, et on récupérerait effectivement ce fameux Dylan Harper qui est... Alors là, j'ai pas envie, je vais pas me lancer dans un descriptif de ce joueur-là, j'ai pas les compétences, mais qui a l'air d'être un joueur déjà très sûr, enfin qui a l'air de représenter une espèce de certitude de joueur qui jouera à haut niveau et qui sera certainement impactant dans une équipe qui veut gagner. Alors il y a aussi beaucoup de chances pour que Dylan Harper n'atteigne jamais le niveau de Jaylen Brown, c'est tout à fait possible, mais ça c'est aussi le vivre avec l'espoir en fait, tout simplement, et du coup on se retrouve avec un énorme talent sur un petit contrat pendant minimum 4 ans, et même le jour où il signe son premier gros contrat, ça sera toujours un contrat plus faible que celui de Jaylen Brown, parce qu'il n'y a pas les mêmes pourcentages de cap, donc c'est une option que j'envisagerais, voire même que je privilégierais éventuellement. Moi je vais répondre rapidement. Si je suis Brad Stevens, je dis oui assez rapidement, assez facilement. Je pense que les Spurs n'ont aucun intérêt à faire ça. Je pense pas qu'ils aient besoin de vouloir gagner immédiatement. Il y a pas mal d'équipes à l'Ouest en fin de cycle. Je pense que LeBron James, ces dernières années, je pense que les Wolves ils sont bons, mais ça va pas rester bon très longtemps, parce que ça va devoir bouger financièrement. Je pense que OKC là ils vont être bons quelques années. Wemby il est encore très jeune, Castle il est encore très jeune. Je pense qu'ils ont tout intérêt à
attendre encore 2-3 ans, ce qu'on a fait nous, commencer à être bon, commencer à jouer des tours de playoff, prendre de l'expérience. Donc honnêtement, je pense pas que ce soit quelque chose de probable du côté des Spurs, mais effectivement, s'il y a un trade de Jaylen Brown, moi c'est dans cette direction-là que je veux qu'on aille, c'est-à-dire des jeunes et ou des draft picks très hauts. Là, c'est le bon combo. Je pense que Keldon Johnson, ça peut être totalement un joueur en sortie de banc qui fonctionne bien en tant que 7e homme pour une rotation de playoff. Donc, je dirais oui, absolument, mais j'y crois, j'ai du mal à y croire. Donc, c'est intéressant parce qu'on est un peu sur la même ligne. Joanne, tu me diras, mais si éventuellement trade de Jaylen Brown, il devait y avoir, on est un peu sur cette ligne. On veut du pic haut de cette année notamment, parce que c'est la seule certitude qu'on a, parce que les pics des années suivantes, on sait jamais lesquels ils vont être, et éventuellement des joueurs à potentiel. On n'est pas dans une volonté de trader pour une autre star, parce qu'on aurait forcément ces problèmes financiers qui, si c'est déjà une star, c'est un joueur qui a un gros salaire déjà. Donc je pense qu'on est un peu sur cette ligne-là. Si vraiment il devait y avoir trade de Jaylen Brown, ce qu'on pense pas vraiment qu'il doit y arriver, moi je le souhaiterais presque, pour être honnête, non pas par haine de Jaylen Brown, mais plutôt par production, mise en rapport avec ce contrat qu'on sait qui est délicat et qui sera délicat. Ouais, moi je suis d'accord avec ça. Je pense que j'ai vu pas mal de choses évidemment passer sur Giannis. Je pense que c'est pas une bonne idée. Il est déjà vieux. Ce genre de profil, ça marchera pas forcément sur le long terme. Mais si on trade Jaylen Brown, comme tu dis, faut que ce soit avec une perspective de futur. Je pense pas que se dire on va remplacer Jaylen Brown par un joueur super fort, ça va tout changer parce que il est super fort en fait. Malgré tout. Et niveau optique, c'est plus facile à faire passer de dire allez, on fait un soft reset, on laisse Tatum se reposer pendant un an. Et plutôt que de dire allez on envoie subitement Jaylen Brown alors que Tatum va pas jouer de l'année pour récupérer un mec, bon il est très bon mais il a 33-34 ans, ça dépend de si c'est Giannis, si c'est je sais pas qui d'autre qui peut être disponible, mais de toute façon il n'y a pas énormément de choix en vrai. Mais je suis d'accord avec toi, c'est plutôt du pic, plutôt du jeune que... Par contre pour les autres, pour White, pour Porzingis, pour Drew, si eux ils sont trade, là on peut discuter de bons joueurs. Mais pour Brown en particulier, pour moi, ça veut dire qu'on va dans une phase de semi-rebuild, quoi. Alors, on va revenir sur tout ça. Je tiens quand même à préciser une chose, les copains. Je l'ai peut-être mal exprimé. Quand je disais tout à l'heure que selon moi ça n'arriverait pas, c'est pas parce que je pensais que Boston dirait non. C'est parce que je pense que les Spurs ne proposent pas ça. Juste pour qu'on soit d'accord. Oui. Moi, si jamais, si c'est sûr et certain que si les Spurs sont ok pour lâcher le pick numéro 2 et nous faire économiser quelques millions de dollars dans la masse salariale, je dis oui tous les jours. Je vous propose un autre trade que j'ai vu passer pour Jaylen Brown et qui m'a l'air un petit peu plus raisonnable, même si moins intéressant pour nous, hein, clairement. Donc Jaylen Brown qui partirait en direction de Brooklyn dans l'éventualité où Brooklyn donc on rappelle, je me le suis noté pas loin, Brooklyn a 4 joueurs sous contrat la saison prochaine, hein, si on ne tient pas compte des team options et des éventuels qualifying offers qui sont en attente. Donc ils ont une masse salariale qui est minuscule et ils ont toute la capacité d'absorber des tonnes de salaire. Donc on sait qu'ils sont intéressés par Giannis, on sait qu'ils vont peut-être viser d'autres gros joueurs, mais s'il leur venait à l'idée d'essayer de récupérer Jaylen Brown, donc l'idée ce serait que nous on récupère Cam Thomas. Ça se ferait via un sign and trade, hein, puisque Cam Thomas est en fin de contrat rookie. On récupérerait également Noah Clooney, le pick numéro 8 de cette année, ainsi que 2 futurs premiers tours, dont un protégé top 5 en 2031 et l'autre ce serait un premier tour 2027. Pour Jaylen Brown, j'ai pas l'impression que ce soit énorme. Je pense que là vraiment l'intérêt il est financier, hein, tout simplement. Alors je vous avoue que j'ai beaucoup trop peu regardé les Brooklyn Nets cette saison pour savoir à combien de salaire peut prétendre un joueur comme Cam Thomas. Donc je vais peut-être vous laisser me répondre. Mais en admettant que ce soit un mec qui prenne
entre 20 et 30 millions, je sais pas, hein, vraiment, j'en ai aucune idée. Je sais que c'est un gros scoreur et j'ai entendu dire qu'il avait fait quelques progrès sur le reste, mais très clairement c'est un joueur qui doit jouer dans une équipe où il n'y a pas de star, et du coup s'il arrive à Boston c'est un peu cramé. Donc est-ce qu'on envisage qu'il ne resterait pas? Est-ce que voilà, il y a tout un tas de possibilités, mais en tout cas le move est purement financier et ça permet de récupérer un joueur du top 8 de la draft de cette saison. Il y a quand même moyen qu'il y ait quelque chose de très joli. Qu'est-ce que t'en penses, Elias? Honnêtement, c'est le genre de trade qui m'énerve un petit peu, dans le sens où c'est un peu du disrespect de Jaylen Brown. Je pense que si on avait tant peur que ça de son contrat, je veux dire le front office des Celtics, ils n'auraient pas signé le contrat. Ils auraient trouvé un moyen de récupérer de la valeur sur le contrat précédent en l'échangeant avant de le signer. En fait, là, c'est un package vraiment purement financier. Et pourquoi faire ça quand on pourrait je préfère envoyer un pick et envoyer Porzingis plus un pick à nous, plutôt que faire ça, en fait, parce que là ça devient vraiment on récupère rien concrètement. Cam Thomas c'est sympa, mais c'est sympa pour tanker, pour gagner des matchs, j'y crois pas, et ça va être trop cher effectivement. Noah Clooney il est gentil, mais voilà, c'est pareil, ça sert à rien. Et après derrière quelques picks, mais on construit rien avec le pick 8 et un pick en 2027, donc je vois pas l'intérêt si c'est pas on récupère rien de concret, quoi. Non, et mais du coup si tu fais un truc comme ça, tu peux garder Porzingis et White. Mais pour faire quoi? White c'est gentil, mais c'est pas non plus, enfin on peut faire sans lui. Porzingis il est clairement cramé. Je pense sa valeur sportive malheureusement elle est très réduite. J'espère qu'il s'en remettra, parce que c'est un truc un peu sérieux, sa maladie qu'il a, c'est un long Covid apparemment. Mais là on n'a pas vu, enfin c'est pas bon signe, et il est déjà injury prone de base. J'ai pas envie de le garder dans l'équipe, hein, concrètement. Au-delà de l'aspect financier, je pense que si on peut les changer, il faut le faire. C'est pas, pour moi c'est pas la direction la plus intéressante, clairement, quoi. Ce serait vraiment un aveu de défaite de la part du front office pour moi. Je pense que si les Brooklyn Nets veulent faire venir Jaylen Brown contre aucun joueur, on va dire, en fait, hein, parce qu'éventuellement ils ont Claxton et Cam Johnson à échanger, parce que c'est des vrais salaires, c'est qu'ils veulent en faire leur franchise player, et donc dans ce cas-là c'est plutôt 4, 5, 6 picks de draft qu'on voudrait, en fait, dans les faits. Quitte à ce que ça soit financier et tout, j'y vais pas pour 3 picks de draft. Si tu estimes que ça peut être le visage des Brooklyn Nets, tu mets le paquet, entre guillemets. Donc effectivement, en ce sens, ça m'intéresse pas trop. Et même si on intégrait un Cam Johnson, il doit lui rester 2 ans à son contrat. L'année prochaine, on a dit qu'elle était off. Il arriverait finissant pendant qu'on veut redevenir bon. Ça serait presque déjà trop tard. Et en plus, il est pas si jeune que ça, Cam Johnson. Donc globalement, je suis un peu comme Elias. Si je dois faire des affaires avec les Nets, c'est purement pour dumper sauvagement Kristaps Porzingis en mettant un pick de draft type numéro 28 de cette année, en mettant Porzingis et le 28 contre rien, contre un deuxième tour lointain par exemple, et économiser directement 30 millions de dollars. Clairement, je pense que si je dois faire des affaires avec les Nets, je pars là-dessus. Ouais, pour moi c'est un package, ou alors pour genre Derrick White, si on est en train de tout vendre, si on a trouvé un bon package pour Jaylen Brown par exemple, avec plein de picks des jeunes, et que du coup on joue rien l'année prochaine, et qu'on a et ça peut être une offre pour Derrick White, tu vois. Mais bon, les Nets feront pas ça parce qu'ils n'ont pas d'intérêt pour Derrick White s'ils n'ont pas un franchise player à côté. Mais c'est pas assez pour Jaylen Brown, comme dit Vincent. Tu vois le prix que Michael Bridges est parti. Brown, ça mérite plus, malgré tout, ça mérite beaucoup plus, quoi. On est toujours obligé de rajouter malgré tout, c'est terrible. Ah oui, non, mais parce qu'on l'a beaucoup critiqué. On a un historique sur le trèfle quand même, mais enfin, ça reste un joueur qui te fera gagner des matchs de playoff, et il n'y en a pas beaucoup en NBA, des mecs qui te font gagner des matchs de playoff, des séries de playoff même, en vrai. Depuis sa draft, ils sont pas nombreux à avoir joué autant de matchs de playoff que lui. Bah, je crois que c'est celui peut-être même c'est celui qui en a le plus joué. Ouais, oui, probablement. Oh, oui, ça mériterait d'être vérifié, mais c'est fort possible, parce que là, comme ça, j'en vois pas beaucoup. Donc malgré tous les défauts qu'on lui a trouvés, parce qu'on l'a regardé à la loupe depuis sa draft, qu'on lui a trouvé qu'on lui a trouvé. Moi, je me mets pas dans le lot personnellement. Mais en plus, moi aussi, moi je suis plutôt sympa avec Jaylen. Mais parce qu'il y en a certains parmi nous qui ont été peut-être un peu trop intransigeants quand même.
Donc voilà. Mais non, il y a le fait c'est toujours ce phénomène de voir encore et encore les matchs. Les hardcore fans deviennent très sévères avec leurs propres joueurs. C'est assez classique. Ouais, bon, alors du coup, on passe au suivant. Un joueur qui... Alors, moi je pensais que ce serait un joueur qu'on aurait le plus de mal à refourguer, peut-être. C'est Jrue Holiday. Parce que vieillissant, parce que une trentaine de millions de dollars la saison, et il se trouve que apparemment il suscite pas mal d'intérêt, hein. On voit passer que apparemment il intéresserait les Clippers, il intéresserait le Dallas. Magic, je crois, j'ai vu. Et pour le trade que je vais vous proposer, il y a une certaine logique, hein, puisque Nico Harrison l'a dit très fort, hein, la défense gagne des championnats. Kyrie Irving est blessé, donc les Mavs ont besoin d'un meneur, un meneur qui peut défendre puisque la défense gagne des championnats, et donc du coup un trade qu'on n'a pas mal vu passer. Alors je vous le propose en deux versions. La première, c'est on fait des affaires uniquement avec Dallas, auquel cas on récupère PJ Washington, Daniel Gafford, et il y a plusieurs possibilités. En gros, un autre tout petit salaire, voilà. Il y en a qui proposent Olivier Maxence Prosper, bon j'ai du mal à croire parce que c'est un jeune à potentiel. Il y en a qui proposent leur Powell. ancien pivot, Dwight Powell, tout à fait, merci. Voilà, ça c'est la version 1. La version 2, ce serait dans un trade à 3 équipes. Et là du coup, les Nets viennent se mettre au milieu. On leur envoie Porzingis et on récupère Drew Timme en plus. Donc là ça permettrait éventuellement de se débarrasser de tout ce qui nous gêne, mais ça risque d'être peut-être un petit peu trop facile. En tout cas la probabilité, la possibilité de voir Jrue partir à Dallas contre PJ Washington et Gafford, c'est quelque chose, même si ça n'a certainement aucun fondement, on l'a vu pas mal passer. Qu'est-ce que tu en penses toi, Vincent? Eh bien moi c'est celui que j'avais à l'esprit quand je t'ai parlé que j'en avais un peu de Dallas. Ah bah voilà. Pourquoi tu vois, Parce qu'en fait je trouve que ça a du sens. Dallas a besoin d'un joueur sur les postes arrière solide, qui va pouvoir gérer la boutique entre guillemets en l'absence de Kyrie Irving, et Jrue Holiday, malgré le fait qu'il soit vieillissant et avec un contrat pas cool, c'est quand même quelqu'un qui a prouvé qu'en plus il pouvait, au retour de Kyrie Irving, se fondre dans le rôle qu'il a eu chez nous, à savoir un rôle de connecteur, un rôle de joueur qui ne demande pas beaucoup la balle. Et moi je trouve que c'est une grande qualité ça, des stars qui veulent la balle entre les mains. Toutes les équipes en ont plein. Des mecs sont capables de défendre le plomb sur le ballon, et même collectivement, qui peuvent défendre sur énormément de joueurs, qui peuvent rentrer leurs 3, même si cette année ça a été un peu moins le cas. Je pense que Jrue Holiday a un historique quand même au shoot qui plaît dans sa faveur sur les 5 dernières années, et qui peuvent jouer sans ballon, et on l'a vu en finale NBA, se positionner derrière les défenses, aller faire des cuts, des choses comme ça. Je trouve que c'est une vraie valeur. Certainement que c'est trop payé et qu'il est trop vieux pour ce genre de rôle, mais du coup je trouve que ça a du sens, et je comprends si Dallas nous dit mais nous il nous faut un arrière parce qu'on a notre meneur de jeu principal star qui est blessé. Par contre on se retrouve avec Daniel Gafford, on se retrouve avec Anthony Davis, on se retrouve avec beaucoup d'intérieur, et en plus s'il draft Cooper Flagg, c'est un très grand ailier qui va jouer certainement poste 4. On se retrouve avec Derek Lively, ça fait trop d'intérieur. Donc effectivement ce trade, je trouve qu'il a du sens. En plus nous on a potentiellement un secteur intérieur dépeuplé, entre Al Horford, retraite pas de retraite, mais de toute façon Al Horford ça va pas durer pendant des années. Cornet, on sait pas si on va pouvoir le re-signer. Si une autre équipe arrive avec beaucoup d'argent, on pourra certainement pas s'aligner. Et Porzingis qu'on estime cramé, ou qu'on sait que de toute manière c'est pas un projet long terme, voire fiable sur une année. Je trouve que récupérer Gafford, à qui reste 1 an de contrat à 15 millions de dollars, donc qui sera à prolonger certainement, qui peut représenter ton pivot titulaire pour l'avenir, parce qu'il n'est pas bien vieux il me semble. Daniel Gafford, il a 26 ans, donc il lui reste des belles années devant lui. En plus, c'est un profil type Robert Williams qu'on a beaucoup aimé à Boston, hein, et qu'on n'a pas souvent eu. En plus, des mecs avec des grosses qualités athlétiques, attrapeurs de lob et des choses comme ça, et qui protègent bien leur panier. Je trouve ça très intéressant.
Et PJ Washington, c'est aussi une pièce importante. Et si en plus on veut faire des économies supplémentaires, que ce soit l'un ou l'autre, si un des deux joueurs par exemple ne fit pas, ça se passe pas bien, c'est des mecs très facilement refourgables à la trade deadline contre des assets. Un PJ Washington à 15 millions sera très facilement refourgable à la trade deadline pour une équipe à qui il manque pas grand chose pour atteindre le plus haut niveau. Donc vraiment, c'est un trade que je trouve très intéressant pour nous, qui est vraiment et j'arrive à y voir du sens pour Dallas aussi. Clairement, ouais. Elias, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, globalement, je suis plutôt d'accord. Il paraît presque trop évident. Donc il se fera pas. Ou justement il se fera, tu vois, c'est un peu ça la NBA des fois. Mais j'aime bien l'idée principalement parce qu'on récupère un pivot plutôt jeune, qui a un profil intéressant. Je pense que l'expérience Luke Cornett montre qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir un big kid stretch pour que ça marche bien avec Tatum. Oui. Et je pense que Gafford, ça pourrait être totalement le profil. Très bon poseur d'écran, il comprend très bien où se positionner en attaque. Ça fait longtemps déjà quand il était à Washington, on était plusieurs à un peu rêver de lui. Donc pour moi c'est un deal qui a du sens. Effectivement l'avantage des contrats fait que ils sont facilement échangeables. Après c'est pas non plus la situation de rêve, mais ça montre un peu les options qu'on a. J'en ai un autre pas pour Dallas mais avec un profil similaire en retour que je pourrais proposer après, qui pour moi c'est le genre de choses vers lesquelles on peut se diriger pour garder une équipe semi-compétitive l'année prochaine autour de Jaylen Brown et Derrick White, potentiellement aller en playoff, mettre de l'expérience aux jeunes, et l'année d'après avoir une équipe solide qui se tient en ayant pas mal d'options pour renforcer l'équipe via des trades, quoi. Donc je pense que c'est une bonne idée. Je pense que pour Dallas ça a du sens, surtout qu'ils ont un peu la bougeotte, donc clairement ça serait logique. Ils rajouteraient un grand nom, ils seraient contents. Nico Harrison il serait très content, donc ouais c'est un bon trade. Je sais pas que tu ne fais aucune économie. Et que oui, en l'état oui. C'est le problème, mais faut peut-être envisager de te débarrasser de Washington dès la deadline quoi qu'il arrive, oui. pour économiser 15 millions en fait. Pour moi c'est un scénario où tu réussis à refourguer du coup Porzingis presque gratuitement. Ouais, d'accord. Par exemple à Brooklyn avec ça te coûte un pic quoi, voire 2. Mais bon. Johan, si je peux me permettre, tu vas me dire ce que tu en penses, parce qu'en fait Jrue Holiday, je trouve que c'est un joueur qui, je pense, dans l'esprit des front office, reste avec une énorme valeur. Il a eu un rôle bien plus petit, mais malgré tout, sur les matchs de playoff qu'on a vus, Jrue Holiday, c'est quand même un mec que tu es ravi d'avoir. C'est jamais un mec qui est négatif sur un terrain, et donc je pense que t'en as parlé avec les Clippers, t'en as parlé, moi je pense à une équipe comme les Pistons, qui se sont rendus compte cette année qu'en rajoutant de l'expérience et des mecs fiables, type Tobias Harris, type... ça y est, j'ai perdu le nom du shooter qui a mis plein de 3 points. Malik Beasley. Voilà, Malik Beasley, ils ont vraiment élevé leur plancher à des niveaux assez importants. Et du coup, ce contrat qu'on estime un peu boulé, et ce Jrue Holiday avec un beaucoup plus petit rôle, je pense qu'il reste avec une certaine valeur pour beaucoup de franchises, parce que c'est un mec, tu le trades aux Pistons, donc on pourra faire des petits exemples par-ci par-là. Je pense que le mettre à côté de Cade Cunningham, ça ne fait jamais de mal, et je pense que Cade Cunningham ne t'en veut pas qu'on lui mette Jrue Holiday à côté de lui, parce qu'encore une fois, il peut jouer sans ballon, c'est Cade Cunningham qui aura l'immense majorité de la création, et à côté t'as un mec, un des plus fiables de la ligue, et qui en plus a une espèce de, pas une aura, mais une réputation d'être un super joueur de vestiaire. C'est un peu comme à Horford, c'est quand même des mecs, ça a de la valeur je pense pour les front office, et je pense que si tu trades pour Jrue Holiday, tu peux mettre, même s'il est vieux, même s'il est son contrat, un asset, un jeune intéressant, parce que tu sais que tu vas augmenter ton plancher. Et une équipe qui a un peu les dents longues, comme les Pistons, qui se sont dit tiens, les playoffs c'était bien sympa, on est passé pas loin du truc, est-ce qu'on peut pas aller craquer un peu pour un Jrue Holiday, pour essayer d'aller regoûter à ça rapidement? Je trouve ça a du sens, et tu vois, les reports qui sortent, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont intéressées par Jrue Holiday toujours. Ouais, clairement. Mais après, c'est vrai que c'était quand je disais que je pensais que ce serait le plus dur à refourguer. C'est vrai qu'en voyant passer ce genre de choses, je me suis vite rendu compte qu'en fait, effectivement, peut-être pas tant que ça. Une autre équipe aussi que j'ai vue, et que je sais pas du tout si c'est justifié ou pas, mais pour moi ça aurait du sens aussi, c'est le Magic. Le Magic qui pourrait avoir besoin de renfort sur le backcourt, clairement, et voilà, t'apportes quelqu'un qui a, comme tu dis, l'expérience de Jrue Holiday, qui est peut-être pas le gestionnaire dont ils auraient besoin, mais qui va t'apporter de la défense, parce que mets-le à côté de Jalen Suggs, vas-y, bon courage pour les adversaires.
Et puis voilà, comme tu dis, ouais, ce cadre et cette prestance de mec qui connaît le chemin, tout simplement. Et ouais, carrément. Pour finir peut-être sur Jrue Holiday, moi j'ai une équipe en tête aussi. C'est le Jazz. Je me souviens que à l'époque où il est arrivé aux Celtics, le Jazz était très intéressé par lui. Danny Ainge il venait d'arriver et le profil lui plaisait beaucoup. Je pense qu'ils vont peut-être essayer d'avoir une équipe relativement compétitive pour enfin aller en playoff et enfin essayer de vendre des billets et de former des joueurs, parce qu'ils ont un très bon coach et ils ont des bons joueurs quand même malgré tout. Et donc pour moi c'est une option à envisager. J'ai pas un trade en tête là, mais il y a des connexions entre le front office des Celtics et le front office des Jazz, puisque d'ailleurs le fils de Danny Ainge vient de partir des Celtics pour rejoindre le Jazz. J'allais dire des connexions qui se sont renforcées encore récemment. Voilà, donc pour moi on peut garder l'œil sur le Jazz, que ce soit pour Holiday ou pour Porzingis éventuellement, même si le profil j'y crois moins. Par contre, quand je vais te donner le nom des joueurs qu'ils ont échangés, tu vas couiner. Ah non, mais je sais, mais il y a du John Collins, du Colin Sexton dans les salaires qui peuvent un peu matcher, du Jordan Clarkson. Oui. Et après c'est que des Clarkson, ça peut être marrant, hein. Une année où on joue pas tant que ça, où on a John Warren à côté, ça peut être. Moi, j'ai envie de rester supporter, hein. Oula. C'est popcorn. C'est assez marrant, hein, franchement. J'ai pas envie de rire. C'est mieux que Cam Thomas, hein. C'est l'ADN, quoi. C'est l'ADN. Je suis pas fan de ce genre de joueur. Je fais partir Jrue Holiday, la classe incarnée et tout. Tu m'amènes Clarkson, je suis pas bien. Il faut bien le faire partir, c'est ça le truc. C'est que malheureusement, on n'a pas trop de choix. Du coup, moi, si vous voulez, je vous l'envoie aux Pistons contre Isaiah Stewart, Simone Fontecchio et un first round quand même pour nous. Bah ça tombe bien, moi j'allais proposer de t'envoyer Porzingis aux Pistons contre Isaiah Stewart c'est à peu près pareil. Fontecchio. Donc les deux options sont là, je pense que c'est la logique est pareille pour les Pistons, soit un deuxième meneur défenseur, soit un stretch big qui peut fonctionner avec Cunningham. Je pense que les deux profils sont bons. Je sais pas s'ils mordront à l'hameçon parce que je sais pas si les Pistons ont très envie de se séparer d'Isaiah Stewart, parce que autant c'est un joueur qui je pense n'était pas très apprécié jusqu'à il y a pas très longtemps. Là il fait quand même une bête de saison. Oui, mais avec le bon prix, je pense que ils ont du Rennes. Je pense oui, que tout à fait. C'est envisageable. Ouais. Ok, bah c'est intéressant. En tout cas, ce profil d'équipe, ça nous paraît avoir du sens. En tout cas, voilà, ouais. C'est un peu ça notre discours global, c'est ce profil d'équipe qui veulent devenir compétitives à haut niveau. Voilà, Jrue Holiday, nous, quand il a été sur le marché, Dora Stevens, il n'a pas attendu longtemps, il n'a pas fallu beaucoup de mois pour avoir des résultats, quoi, tout simplement. Et je pense que si Brad Stevens pense ça de lui, il y a d'autres personnes bien dans les front office qui doivent penser la même chose. Ouais, bon moi dans ce que je m'étais noté, c'est à peu près tout. Alors j'ai vu des trades qui envoyaient Porzingis aux Lakers ou aux Warriors, donc j'ai pas trop regardé parce que ça me ferait mal qu'un de nos joueurs qui a quand même été une pièce déterminante dans la quête d'un titre aille aux Lakers ou aux Warriors, mais je sais pas ce que vous en pensez. En dehors de ça, j'ai vu passer du Pritchard qui partirait aussi, du Sam Hauser contre du second tour. Enfin bon, voilà, en gros, faire de la place pour faire de la place. À mon avis, Pritchard, je pense qu'il est quand même dans les plans de l'équipe, vu son salaire et vu ce qu'il peut apporter. Et je pense que quand l'équipe redeviendra compétitive dans un an ou deux, il sera encore là. Mais après, il faudra voir ce qu'on propose en échange. Du coup, je vais me tourner vers vous. Est-ce que vous avez... Bon, alors Vincent, je sais que tu en as plein, donc je vais te laisser nous en... J'en ai enlevé, là. Et ouais, parce qu'au fur et à mesure, du coup, on écrème. Allez, Vincent, propose-nous quelque chose. Je sais pas si j'en avais déjà parlé dans le trade un peu fiction qu'on avait fait, mais en tout cas, il me tient à cœur parce qu'il y a du storytelling derrière. Donc du coup, je vais aller assez vite, peut-être que je l'avais déjà proposé. Je fais retourner Jaylen Brown chez lui à Atlanta, et en retour j'ai Jalen Johnson, Onyeka Okongwu et 2 first round picks, le 13 de cette année et un de 2027, avec un swap avec diverses équipes. Du coup j'économise des sous sur le long terme, j'économise 8 millions dans l'instant. Je ne suis pas un salaud avec Jalen parce que je le renvoie chez lui.
Et je récupère 2 joueurs de moins de 26 ou moins de 25 ans qui sont sous contrat raisonnable, $30 millions l'année pour Jalen Johnson, qui est un joueur qui est grandement apprécié par moi, qui est déjà une qualité. Et j'ai un pivot assez jeune aussi qui est loin d'être parfait mais qui est en progression en la personne d'Okongwu et qui est payé $15 millions l'année. Donc je reconstruis en même temps mon secteur intérieur. Donc globalement je fais partir ma deuxième star à regret, mais je rajeunis mon roster et je continue avec ces 2 joueurs en développement entre guillemets, où je me dis qu'il y a encore à gratter en termes de potentiel, et surtout j'ai 2 contrats très intéressants et des pics. Voilà, c'est un trade que j'ai en tête depuis longtemps, qui m'intéresse beaucoup et qui me. Puis en plus j'ai un peu ce côté de faire revenir Jalen Brown chez lui, ça me plaît beaucoup. Moi j'aime bien. C'est vrai que Jalen Johnson, ouais, j'ai clairement pas assez de temps pour regarder autant de matchs que ce que j'aimerais, mais Jalen Johnson c'est vraiment un joueur qui m'a un peu tapé dans l'œil. Et par contre Onyeka Okongwu, je suis moins fan. Je sais que Titouan aimait beaucoup quand il était plus jeune et qu'on plaçait énormément d'espoir dans ce joueur, mais je trouve qu'il évolue pas de la meilleure des manières. Qu'est-ce que t'en penses toi, Elias? Moi c'est typiquement le genre de trade, je suis pas convaincu. J'aime beaucoup Jalen Johnson, hein, mais je sais pas si c'est assez en fait pour Jalen Brown, tout simplement. En fait, il y a aussi une valeur sentimentale, une valeur symbolique, une valeur de cohésion d'équipe, etc. Et je sais pas si ça fait vraiment, ça fait pas rêver tout simplement. Donc s'ils le font, je tomberai pas des nues, mais je trouve pas ça. Ça fait un petit peu trade, respectueusement, hein, Vincent, je dis pas ça méchamment, ça fait un petit peu trade Jalen Brown pour trade Jalen Brown, quoi. À mon sens. Non, quand même pas. Si notre star c'était pas Jason Tatum, pourquoi pas, mais Jalen Johnson, Jason Tatum, pour moi c'est pas une construction d'équipe la plus logique du monde, et du coup, même s'ils sont tous les deux très polyvalents, je suis pas certain que ce soit comme ça que tu commences à construire une équipe qui va aller chercher un titre. En fait, ce qui me plaît avec Jalen Johnson, c'est qu'il apporte des choses qu'on n'a pas dans le roster. Du jeu en transition, du slashing, du cutting, ce que je rêve que Jalen Brown soit en plus grand volume, en fait. Tu vois, c'est pas un mec qui se base sur son 3 points. Et du coup, ça, en fait, il me plaît parce qu'il apporte un peu de variété par rapport à ce qu'on produit depuis un petit moment. Mais ça, c'est un petit moment que, du coup, ces joueurs-là m'intéressent fortement. Les slashers, ces mecs comme ça, parce que je veux pas d'un énième shooter, en fait. C'est pour ça que je lui donne beaucoup de valeur, peut-être trop de valeur. On va en faire partir pas mal des shooters, donc il va falloir qu'il en revienne un peu quand même. Après, ça dépend. Hein. Porzingis, vu ses playoffs, peut-être que c'est pas tant un shooter que ça. Hein. Ouais, non, mais après je comprends, c'est marrant de voir votre ping-pong à tous les deux, parce que bon, Vincent il a été clair, hein, il le dit, pour lui il est temps de tourner une page, de clairement reconstruire, et Elias, on sent que t'es dans la retenue quand même, c'est à dire que oui, il faut faire quelque chose, mais en même temps ça te pique, ça se sent dans tes réactions quand on va dire y a des que choses qui sont proposées. Je suis ouvert à l'idée de trade Jalen Brown, mais je suis ouvert à l'idée, j'ai pas envie en fait. Je suis ouvert à accepter une offre très bonne, et ça peut être, je peux avoir tort, hein, je suis complètement ouvert à ça, mais j'ai pas l'impression que ce soit assez, et du coup je suis contre, quoi. Mais par contre, s'il y a une très bonne offre, comme on l'a dit tout à l'heure avec celle des Spurs, ça pour moi il n'y a pas d'hésitation à avoir. S'il y a quelque chose comme ça qui se présente, faut pas hésiter. T'as le droit d'avoir un cœur qui se développe, hein, pendant que le mien se pétrifie. Tu vois, c'est Marcus Smart, mais tu vas voir que mon cœur il s'est développé, parce que vu ce que je vais proposer après, tu vas. Oh là là, ça part dans les capitales. Il va nous faire revenir Marcus. Non, malheureusement pour Azad, c'est pas Marcus que je vais faire revenir. Moi je vais appeler les Trailblazers et je vais leur demander si Rob Williams peut pas rentrer à la maison, accompagné de Matisse Thybulle. On gagne un peu d'argent, quelques millions, 6 ou 7 je crois. Et tu leur envoies Kristaps. Porzingis, ouais. On gagne un peu d'argent, on joue sur la carte sentimentale la saison prochaine avec le retour de Rob. On assiste au duo Derrick White, Rob Williams. Et est-ce que tu lui as greffé un genou en attendant, parce qu'il a joué combien de matchs depuis qu'il est parti de chez nous, l'ami Rob? Mais ça c'est un détail de l'histoire. Ça, on se débarrasse des Porzingis. De toute façon, ça peut pas être pire que Porzingis. Je suis pas sûr.
on kiffe 3 matchs sur 10. Parce qu'en gros, c'est ça qu'il nous propose, Rob Williams. Donc, et on kiffe, et en vrai, on kiffe Petit Faiboul quand même, parce que c'est un profil qui peut être intéressant. Moi, j'y crois toujours. Bien entouré, j'y crois. J'ai les chiffres, monsieur. En 2023-2024, 6 matchs pour Rob. En 2024-2025, 20 matchs pour Rob. Et ouais, ils le mettent sous frigo pour le retour à Boston. C'est le plan depuis le début. C'est le plan. Après, quand tu sais quand même qu'il est dans une équipe où il y a DeAndre Ayton et comment il s'appelle, Donovan Clingan qui a été drafté. Enfin, ils ont, et comment il s'appelle, c'est Diopris, c'est ça, leur 4e, 5e pivot. Enfin, il y a beaucoup de pivots à Portland, quoi. Ouais, mais en santé, il est pas meilleur. Nécessairement pour ça qu'il joue pas. Hein. Parce que vraiment, je pense que c'est le meilleur de tous, quoi, vraiment. Pour l'instant, oui, clairement. Je dis pas que c'est pour ça qu'il joue pas. Ouais, mais c'est vrai que ça joue. Ils ont peut-être pas énormément d'intérêt à forcer son retour. Voilà. ni à aller chercher Porzingis en soi. Hein. C'est vrai que c'est pas. C'est une idée comme ça. J'ai vu que ça serait marrant, mais. Pas grand chose de... Bon, peut-être pas d'aller jouer les playoffs, mais ils ont quand même fait un beau bout de saison. Hein. Peut-être. Oui, ça a joué un petit peu, mais bon. Voilà. Ok. Vincent, t'as autre chose ? J'en ai un gros. Globalement, un des acteurs de l'intersaison, ça pourrait être les Houston Rockets qui ont fini 2e de la saison à l'Ouest, mais par contre qui se sont fait sortir un peu presque comme prévu en playoff. Donc ils ont déjà une forte équipe, ils ont beaucoup de pics de draft, ils ont pas mal de flexibilité. Donc je sais pas ce que veut faire Houston. On les dit sur Kevin Durant, on les dit potentiellement ils ont comme coach un ancien coach de Boston qui peut avoir créé des affinités avec un Jaylen Brown. Donc ce coach Ime Udoka, pour pas le citer, peut demander à son propriétaire, à son GM de lui ramener Jaylen Brown. Donc j'ai un gros trade à 3 équipes impliquant Houston, les Celtics et les Brooklyn Nets. Toujours les Brooklyn Nets parce qu'il y a beaucoup de flexibilité. Voilà, pour la faisabilité, c'est très bien. Les Houston Rockets, ils récupèrent Jaylen Brown et notre pick numéro 28 de cette année, je sais pas pourquoi, mais je l'ai mis. Les Celtics, ils récupèrent Cameron Johnson, Jabari Smith Jr., Noah Clowney et Jalen Wilson. Pardon, c'est des petits contrats des Brooklyn Nets, et on récupère le 10e pick de cette année des Houston Rockets et le 26e qui appartient aux Brooklyn Nets, et Brooklyn, eux, récupèrent Jalen Green et Cam Whitmore en provenance de Houston. En l'état, ça fait une économie de 15 millions de dollars pour Boston, qui récupère du coup Jabari Smith Jr., qui est un jeune talent encore en développement, qui va être à prolonger par contre, et Cameron Johnson qui est un fort joueur. Le 10e pick de cette année et un pick supplémentaire, tout ça en échange de Jaylen Brown. Je ne m'attarde pas sur les autres. Au final, ça fait lâcher Jabari Smith Jr., Jalen Green et Cam Whitmore pour Jaylen Brown au niveau des Rockets. Donc je trouve ça assez ok entre guillemets. Et les Nets, en lâchant un pick, ils récupèrent un jeune talent en la personne de Jalen Green, qui reste quand même peut-être à développer, et ça peut leur faire une première du talent alors qu'ils en manquent cruellement. Donc je pense que ça peut avoir du sens. Je crois que c'est sur le Discord, je crois que c'est Jules qui avait fait ce trade et qui m'avait attiré l'œil. Donc on le salue. Ouais. Moi j'ai envie de dire que c'est... Enfin, après, je sais pas. Je suis partagé. Parce que du coup, Elias m'a un peu tiré vers c'est vrai que si tu lâches Jaylen Brown, surtout qu'il y a quand même de très fortes chances qu'on parle dans le vide, hein, parce qu'il a quand même été dit assez clairement que Jaylen Brown, a priori, ne bougerait pas. Mais, ouais, le pick 10, concrètement... Ah, après, c'est vrai que Jabari Smith Jr., c'est pas mal. Et puis que, comme on le disait, ouais, Cam Johnson, en gros, il a 1 an pour se faire au truc, et quand Tatum revient l'année d'après, il est encore là, il est encore sous contrat, et c'est quand même un joueur très intéressant. Ouais, en vrai, c'est pas mal, hein. C'est intéressant. Si tu veux que je réponde à ton hésitation, pour toi, allez, vas-y, Elias, tranche. Ça commence à être le genre d'offre acceptable, tu vois. Ouais. La précédente des Hawks, il y avait moins d'options, on va dire. Là, il y a plus de joueurs intéressants. Enfin, il y a plusieurs joueurs intéressants. Je trouve que ça peut être une équipe qui fonctionne. Et j'aime bien les profils. C'est-à-dire qu'il y a aussi un truc je sens que Jabari Smith, il a encore largement de quoi évoluer. Là où peut-être que Jalen Johnson un peu moins. En tout cas, c'est mon ressenti. Hein.
J'ai l'impression d'aimer plus cette proposition que la précédente. Voilà. La vente, c'est un métier, messieurs. Et peut-être que c'est aussi parce que je la trouve plus réaliste en termes de ce qui est possible en NBA. Tu vois, la connexion Udoka-Jalen Brown, je trouve qu'en fait c'est plus important que la connexion Jalen Brown-Atlanta. Et du coup, le trade, je le trouve correct et ça règle le problème de Houston, le problème de Jalen Green à Houston. Quoi. Et c'est intéressant parce que les trade machines, on les voit toutes passer, et puis des fois, au bout d'un moment, on se pose un peu devant et on essaye de trouver une raison pour toutes les équipes. Alors que c'est vrai que des fois, on voit des trades finalement se faire et on comprend pas toujours de prime abord l'intérêt pour l'équipe X, Y ou Z. Et là, je trouve que ce trade à 3 équipes qui est un peu lourd, il y a pas mal de joueurs et quelques pics, mais en fait finalement les pics c'est plus parsemé, on sait jamais trop la valeur que ça a et combien en ont les équipes et qu'est-ce qu'elles peuvent en faire. Par contre, le Jalen Green aux Nets, moi je trouve ça c'est pas bête. Le Cam Whitmore c'est pareil, c'est du talent brut et franchement les Nets ils ont pas de talent, ils en cherchent et en plus là ils se sont fait avoir à la loterie. Donc ils ont même pas un pic très 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 élevé pour avoir la meilleure chance d'avoir le plus gros talent possible. Donc eux ils peuvent dire oui, ça leur fait encaisser du salaire, mais tu te retrouves avec un joueur très jeune donc qui peut potentiellement toujours exploser. Nous on nettoie en partie les finances et comme tu dis il y a plein d'options et Houston ils ont le vrai boost offensif dont ils ont besoin parce que un Jalen Brown qui met 22, 23, 24 points dans cette équipe même pas de manière très efficace, c'est une grosse évolution pour cette équipe qui est une équipe élite défensivement. Donc c'est-à-dire qu'en fait t'as déjà une monstrueuse défense créée. Et là, les éléments qu'on leur enlève, je pense que ça va, ils peuvent survivre avec ça. Et le scoring, le fameux tough shot taking et making de Jalen Brown, il a du sens dans cette équipe. Il a presque plus de sens dans cette équipe que dans d'autres finalement. Ouais, moi le seul point faible que je vois, c'est il faudrait vraiment que les Nets aient rien de mieux en fait. Parce que les Nets, on le sait depuis un petit moment, ils ont fait en sorte, enfin je veux dire depuis que la page KD, Kyrie, James Harden s'est tournée, ils attendent entre guillemets leur jour et voilà, on les entend positionner sur Giannis, on sait qu'ils veulent faire venir une star, reconstruire un truc, ils ont 4, j'allais dire 5 non parce que le 5e c'est un pick 36 je crois, mais ils ont 4 pics au premier tour et un début de second tour. Les Nets ils veulent faire quelque chose de gros je pense dès cette année et je suis pas sûr qu'ils se satisfassent de Jalen Green. Voilà. Mais effectivement si les Nets sont ok pour ça c'est banco, c'est génial. Personnellement je reprends la parole, j'ai très peu de projections avec Porzingis. Mis à part attacher un pic et le déstocker purement et simplement, je considère que son profil théorique et ce qu'il a apporté dans sa première année est merveilleux, et un profil rare et certainement très recherché. L'état de sa santé fait que en fait il y a un monde où il ne peut plus enfin les dernières fois qu'on l'a vu jouer, il peut plus jouer au niveau là, c'est la dernière image qu'on a de lui. Donc est-ce que le front office arrivera à rassurer d'autres front office si il revient en santé? C'est un vrai profil intéressant pour tellement d'équipes. Il est d'une rareté très rare. Les 2 saisons qu'il fait chez nous, on va dire les saisons régulières, sont quand même pour la première de très très haut niveau, pour la deuxième de haut niveau, malgré qu'il revienne d'une chirurgie à la cheville, et après il a sa fameuse maladie, mais ce mec là quand il est ne serait-ce qu'à 90% de ses moyens présents sur le terrain, a une vraie valeur, et en plus c'est un contrat finissant, c'est pas une grosse prise de risque pour l'équipe qui peut le tenter. Donc moi je me suis pas trop risqué à faire des propositions avec Porzingis, parce que dans les faits, un Porzingis en forme à 30 millions sur un an, je pense que quasiment toutes les équipes peuvent en vouloir, vraiment. Mais il y a tellement d'incertitudes et on est tellement pas dans le secret des dieux que c'est compliqué d'aller se projeter. Parce que sinon on peut le mettre dans n'importe quelle équipe prétendante, hein. Il apporte quelque chose, hein. On parlait d'Orlando, vous mettez le scoring de Porzingis à Orlando, je pense que c'est jamais déconnant. Par exemple, je peux faire tout un tas d'équipes comme ça, hein. Donc c'est compliqué avec lui en fait. Ouais, je suis d'accord. Moi je vais pas dire que le niveau sentimental est aussi haut que sur Jalen Brown ou sur Derrick White, mais c'est vrai que Porzingis est arrivé quand Marcus est parti, et il y a quand même eu un déclic
assez extraordinaire. Donc c'est vrai que ça m'a amené un certain attachement pour ce joueur et que je me dis que si jamais, comme disait Elias, on sait pas trop ce qu'il a, mais il va pas rester malade toute sa vie, ce monsieur quand même. Il y a bien un moment où ça va lui passer son méga rhume là. Donc au bout d'un moment, son méga rhume. Non mais c'est bien le problème, c'est qu'on sait pas, c'est trop récent comme maladie pour qu'on puisse ça. vraiment. Mais du coup, imagine l'année prochaine après un bon été de repos et il fait une bonne intersaison et il revient à un niveau. Bon, peut-être pas à son meilleur niveau, mais à un niveau très acceptable et on l'a balancé ailleurs. Moi, j'avoue que ça me foutrait un peu les boules, mais de toute façon, voilà, il va falloir qu'il y en ait un, voire deux qui bougent. Et c'est sûr qu'à choisir, je préfère que ce soit Jrue Holiday et Porzingis. Ouais. Je pense Mais j'ai un peu du mal avec l'idée quand même. L'état de notre projet, avec notamment la blessure de Tatum, fait que si j'étais Brad Stevens, j'attendrais surtout qu'on vienne me proposer des offres, qu'on ait envie de mes joueurs, parce que j'ai des joueurs à très forte valeur sportive. Ils sont champions il y a un an et ils étaient encore favoris cette année et ils se sont loupés sur une série, mais ça n'enlève pas la valeur de ces joueurs. Peut-être que je ferais partir celui à qui on m'offre la meilleure contrepartie, parce que effectivement, admettons, on n'arrive pas à déstocker Porzingis, mais on a réussi à faire des économies ailleurs sur du Sam Hauser ou du Jrue Holiday. Tu repars avec Porzingis, tu rattaques la saison, il est en forme, sa cote va regrimper en flèche. À partir du moment où il est sur le terrain et en forme, sa cote est bonne, donc tu peux très bien le retrader pour beaucoup d'assets à la deadline, parce qu'il peut changer beaucoup de choses dans une équipe, ou même sinon, finalement le prolonger pour beaucoup moins cher. Alors je sais que tout le monde ne sera pas forcément d'accord, parce que c'est une grosse prise de risque, mais si le contrat est bien taillé et dégressif ou des choses comme ça, c'est quand même quelqu'un, quand il est sur le terrain, faut pas qu'on oublie ce qu'il a fait sur les quelques matchs de finale NBA qu'il a joué. C'est quand même lui qui les lance, les finales, il rentre sur le terrain et il change tout. C'est un game changer, mais qui game pas souvent, quoi. Pas assez. Ouais. Bah écoute, assez d'accord avec ça. On verra. En tout cas, Elias, est-ce que tu as autre chose ? Non, on a fait le tour des types de trades que je voyais. Faut juste, l'important à rappeler, c'est qu'on malheureusement, on est obligé de lâcher 20 millions. Donc, quoi qu'on fasse pour ne pas être dans la seconde épreuve, il faut qu'on ait 20 millions de moins. Et est-ce qu'on peut dire, Elias, que c'est presque le minimum, pas vital, parce qu'on peut être au-dessus, mais c'est capital et c'est presque le minimum, on va dire. On va dire que c'est pas envisageable de pas le faire. Enfin, dans le sens où ce serait juste j'ai pas le mot en français, mais du malpractice, quoi. Ça, c'est vraiment juste du travail absolument mauvais. Ce serait catastrophique de pas le faire. Donc, à la fois pour les finances du propriétaire, j'ai pas envie de parler de ça, mais quand même, mais surtout pour le futur des Celtics, en fait. Ce serait faire ça sur l'année où Tatum est blessé, ce serait juste catastrophique. Donc, on n'a pas le choix. Et dans tous les trades qu'on propose, dans tout ce qu'on garde, tout ce qu'on a en tête, il faut qu'on se souvienne qu'il faut lâcher 20 millions. Et ça pourra aussi effectivement passer par du Sam Hauser, par du Pritchard, par des trucs comme ça, parce que on n'aura pas forcément l'opportunité de facilement lâcher 20 millions sans récupérer des joueurs qui ont un contrat derrière. Et peut-être qu'on devra faire des sacrifices sur d'autres joueurs, quoi. J'aime bien que tu reprécises ça, Elias, c'est que faudrait pas qu'on croie qu'on a envie d'être mauvais ou qu'on veut tout bazarder. C'est juste un état de fait de cette ligue-là, cette ligue fermée avec des règles assez strictes, qui nous passionnent en plus, nous, et qu'en fait Boston a été performant, voire surperformant depuis très très longtemps, presque de manière anormale au final. Et toutes les équipes doivent repartir un peu plus bas, peut-être un peu plus bas en performance, mais surtout aussi en salaire, pour pouvoir repartir. Aller. En fait, l'objectif de cette saison-là où on veut faire descendre les finances, c'est que dans 2-3 ans, on veut pouvoir éventuellement les repéter, comme on a fait là, en fait. Enfin, je sais pas, toi, Elias, c'était comme ça, mais moi, j'ai envie qu'on puisse faire repéter la banque pour les 31 ans de Tatum, par exemple. C'est l'idée en théorie, mais je pense qu'on a quand même vécu 2 ans assez anomalies. Assez anormal. Dans le sens, on a vraiment eu beaucoup de chance sur le timing du nouveau contrat de Tatum, sur le timing du trade pour Jrue Holiday, du trade pour Porzingis, où il prolonge, enfin il signe un nouveau contrat plus bas, mais sur plusieurs années, donc on a pu équilibrer les comptes comme ça. Sur le fait qu'on a Al Horford qui a 39 ans, qui a toujours un super impact, quelques role-players derrière qui fonctionnent bien, c'est pas quelque chose qu'on peut reproduire de manière systématique avec juste de l'intelligence. C'est vraiment un coup de chance énorme, c'est aussi du très bon travail, mais c'est un coup de chance énorme.
Et à l'époque, on n'avait pas ce nouveau CBA avec ces nouvelles règles, dont le second apron, qui en plus va rendre tout ça difficile. Donc, je pense qu'on se dirige vers un modèle de NBA où il va falloir gagner avec des joueurs en contrat rookie. OKC le voit bien, là, c'est un peu la ligne droite avec Chet en contrat rookie et Jalen Williams en contrat rookie. Après, ils vont avoir plus de mal. Ils vont tout de suite, ils vont se rendre compte que garder Hartenstein, garder Caruso, garder machin, ça va être très difficile. Donc, ils vont être dans la même situation que nous, quoi. Mais en fait, là, ils vont faire les 2 ans que nous on a fait là, je pense, et après ils vont se retrouver sur la. Et en plus, ils ont des propriétaires peut-être moins généreux que les nôtres entre guillemets, qui ont rarement payé la taxe. Donc, ça se trouve, le OKC surdominant qu'on a cette année, et je pense probablement l'année prochaine, peut-être que c'est les 2 années de règne, et que derrière, ça sera, ils auront moins de marge de manœuvre. Là, on a l'impression qu'ils ont une marge de manœuvre colossale. Ils ont toujours leurs 10 000 pics, mais effectivement, comme tu dis, c'est une NBA qui est. Ces nouvelles règles, quand elles sont apparues, moi j'y ai fait attention, mais je pensais pas qu'elles seraient aussi impactantes. Je pense que l'effet qu'a voulu donner Adam Silver de très punissant pour les gros payeurs. À l'époque, c'était par rapport aux Warriors et aux Clippers qui pétaient la taxe et tout. Ils ont pu bien en profiter pendant quelques années. Steve Ballmer, il a aligné les chèques. Vous avez vu très vite, là ils sont délestés de Paul George et même les Clippers sont revenus à une masse salariale beaucoup plus raisonnable. C'est pas du hasard, c'est pas que du timing. C'est qu'ils ont bien vu qu'ils pourraient pas continuer à payer autant sans en plus arriver à leur fin. Et peut-être juste, je vais rajouter pour finir sur ces questions un peu chiantes de salaire et de cap. Je disais qu'il faut lâcher 20 millions pour passer sous la seconde épreuve. On peut aussi pas un petit peu probablement, on va dire, se dire que on peut aussi lâcher 40 millions pour passer complètement sous la taxe et reset la repeater, ce qui permettra dans 2 ans de pas avoir une taxe trop chère dès qu'on aura une bonne équipe de nouveau. Ça va être très difficile à faire, mais c'est possible si on réussit à envoyer un joueur contre rien. Donc par exemple, disons Porzingis dans l'argent des Nets et Jaylen Brown quelque part contre moins d'argent. Là, on pourrait passer complètement sous la luxury tax, avoir une année un peu off pour pouvoir reconstruire derrière. Ça, c'est une possibilité aussi, mais ça va être très difficile à faire et ça va pas être joli à voir en termes de roster sur la saison prochaine. Et vraiment, quand tu as cité plusieurs fois la repeater tax, il faut vraiment avoir l'esprit que cette repeater tax, elle fait que chaque dollar où on dépasse cette fameuse cap de luxe, en fait, au lieu que ça soit x2, je caricature Elias, t'as peut-être plus les chiffres, mais c'est du x3, x4, x5, en fait, ça multiplie les pénalités au-dessus d'un certain niveau. Donc c'est les fameux où ça nous coûterait là en l'état 250 millions de dollars de taxes, de pénalités de taxes en plus des salaires. Et donc la repeater, comme tu expliques bien Elias, il faut un moment passer sous la taxe justement pour remettre à zéro et ne plus être dans cette repeater. Ouais, voilà, c'est une situation compliquée qu'on va devoir suivre et heureusement on a un peu des génies au front office, j'espère que géreront ça du mieux. J'ai confiance en Mike Zaren et Brad Stevens pour ça. Mais tout ça, c'est que la rançon de plein d'années au plus haut niveau. On chouine pas, bien au contraire. C'est la situation. Ils ont signé ces contrats et fait venir ces mecs en pleine connaissance de cause, en disant on met tout. Ils ont eu le titre, heureusement. Sinon, on serait bien plus amer finalement. Mais cette situation, elle est vraiment due à. On a signé les 2 plus gros contrats de l'histoire à Jalen Jason et on a fait venir des gros contrats qu'on a prolongés en plus. Donc il y a pas de souci avec ça. Exactement. Et il y a qu'une équipe qui gagne le titre par an. Et vous allez voir que certaines équipes qui ont des bons joueurs, qui ont des bons jeunes, ils vont essayer de 3 ans et après ils pourront plus quoi. Si Orlando gagne pas au bout de 4 ans, de 3 ans de contrat avec leurs 2 jeunes, au bout d'un moment ça va devoir bouger. Si les Pistons, si Cade il monte à son potentiel maximum, au bout d'un moment, si ça gagne pas, ça va bouger. Et nous, on a eu le bon moment, mais maintenant, va falloir trouver une manière intelligente de reconstruire des équipes performantes, quoi. J'aime bien ce que les Clippers ont fait autour de Harden, autour de Kawhi. Ça peut être une idée. Ça ressemble un petit peu, même si c'est pas eux, ils les ont pas draftés, mais ça ressemble un petit peu à ce qu'on va devoir faire. Garder une équipe compétitive tout en sacrifiant des noms. Et on est en train de digresser un peu, mais je pense que c'est intéressant. Il faut déjà se dire que Orlando a déjà des décisions difficiles à prendre cette année, parce qu'ils ont beaucoup d'argent engagé, et il y a déjà des décisions à prendre. Et les Cleveland Cavaliers, qui ont fait une merveilleuse saison régulière, ont déjà eux aussi
sont un peu couteau sous la gorge, donc aussi doivent prendre des décisions et peut-être même baisser en compétitivité, enfin en tout cas trader un de leurs meilleurs joueurs parce que clairement ils sont un peu comme nous, pas autant. En plus, eux, ils n'ont pas de grosses blessures, c'est pour ça que nous, cette fameuse grosse blessure, moi j'estime que si on fait pas ce que tu as dit, Elias, c'est-à-dire à savoir drastiquement baisser les finances, ça serait mal joué, mal travaillé pour le coup. Donc c'est pour ça que ça nous semble inévitable, parce qu'on considère que les gens qui sont à la tête de notre équipe sont des gens brillants, et si nous on arrive à voir ça, le savent eux depuis bien longtemps. Allez, dernière petite question, puisqu'on parlait des Cavs, je suis tombé tout à l'heure sur Adam Taylor qui faisait une vidéo où il parlait justement de cette possibilité-là pour les Cavs qui vont aussi être prêts à la gorge au niveau financier, et lui il proposait Jaylen Brown contre Darius Garland et Jarrett Allen. Non, peut-être. Aucune idée. J'ai pas les situations contractuelles en tête, mais ça me paraît, je pense que ça règle pas forcément les problèmes financiers des Celtics. Non, c'est pas financier, non, ça c'est clair. Pour moi c'est un peu un non-débat, parce qu'on là on est principalement dans des considérations financières, quoi. J'aime beaucoup Jarrett Allen par contre, justement en termes, moi qui ai cherché à restructurer un peu notre secteur intérieur, je trouve que ce serait un bon choix. Darius Garland est un merveilleux joueur, mais par contre ça fait quand même 2 campagnes de playoffs qui... Alors, l'année dernière il était un peu blessé, mais cette année il a encore je sais pas si on peut dire failli, mais en tout cas il a pas fait des grands playoffs par rapport à sa régulière. Bon, messieurs, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Très grand. Est-ce que vous voyez quelque chose à ajouter ? Non. Non. J'aimerais juste dire à tout le monde de faire attention à ce que vous lisez et toujours prendre en considération les aspects financiers. C'est très beau, les idées de trade qu'on voit passer sur certains comptes Twitter, dont je ne citerai pas le nom par diplomatie, mais il y a des réalités financières et des réalités de règles de la NBA derrière, et essayez de vérifier si c'est possible, quoi, avant de vous enflammer sur Giannis et je sais pas qui d'autre qui rejoindrait les Celtics, quoi. L'outil Fanspo est merveilleux pour ça, et bien fait, et surtout je pense que c'est le plus proche de la réalité, accessible de manière gratuite en tout cas en plus. Ouais, donc voilà, ce sera le mot de la fin, un sage conseil de la part d'Elias. Effectivement, évitons de trop s'emballer. On vous rappelle encore une fois, même si on a pas mal insisté, que tout ceci est plus ou moins inévitable, hein. C'est pas juste au trèfle ils sont rabat-joie, ils veulent qu'on se sépare de nos meilleurs joueurs. On n'a pas bien le choix en fait, tout simplement. Il va falloir passer par quelque chose comme ça. Du coup, messieurs, merci. On vous dit à bientôt, puisque je n'ai plus la date en tête, mais je crois que c'est dans 3 semaines, hein. J'ai plus la date précise, je vérifie tout de suite. La draft, ce sera donc 25-26 juin. On vous prépare un petit podcast sur le sujet. Comme d'habitude, on vous parlera des éventuelles cibles des Celtics, et on s'autorisera, vu qu'on a quand même pas mal de gens dans l'équipe ou des anciens de l'équipe qui sont très intéressés par le scouting et par le fait d'analyser les prospects, on s'autorisera à parler de la draft un petit peu plus largement cette année. Voilà. Donc je sais pas encore quand exactement, mais en tout cas ça arrivera dans pas très longtemps, vu qu'il faudra que ce soit avant la draft. D'ici là, profitez bien des finales NBA si vous les regardez. En espérant que ce soit pas trop expéditif. Nous, on vous dit à la prochaine, prenez soin de vous et à bientôt. Salut. About a 2-second difference between the shot clock and game clock. Thomas on the drive, pull-up jumper, it's good! Isaiah Thomas gives the Celtics the lead with 2.4 remaining. 13 fourth quarter points, and Atlanta calls their final timeout. So many big shots for both teams just down the stretch.